débrief transatlantique. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Bruno, es-tu là? Salut Jérôme Colombin, qu'on retrouve à New York, exceptionnellement. Eh oui, tu sais tout, en effet. Il n'est pas vraiment transatlantique cette semaine, notre débrief. Il est complètement... Écoute, on salue quand même les gens qui nous écoutent en France. Ouais, tout à fait. Bah oui, j'ai pris un peu de vacances, un peu de break, mais je suis quand même ravi qu'on puisse se retrouver parce qu'en plus, il y a pas mal de sujets intéressants cette semaine. Donc, profitons de ce débrief, de cette institution transatlantique pour en parler. Ben oui, et surtout que dans l'actualité, il y a un sujet qui a été rejoindre une entrevue que tu présentais cette semaine dans le cadre de Mon Numérique. Et c'était et je te remercie, c'était vraiment un moment exceptionnel avec Romain Huet d'OpenAI qui nous faisait une démo là, de 4O. Je voulais te remercier pour l'entrevue. Et puis pendant que j'étais en train de l'écouter, je me suis rendu compte de cette annonce qui était faite presque en simultané en France d'une entreprise qui présentait je vais dire quoi, un concurrent plus à cirer et les autres? Alors, ouais, presque. C'est vrai que c'était une grosse annonce qui a eu lieu cette semaine à Paris. Bon, j'y étais pas. J'ai choisi la mauvaise semaine pour partir. J'étais invité. Je devais être présent à la conférence de presse. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais j'ai suivi ça de très près. Et puis, j'avais quelques petits espions sur place aussi. Et c'est super intéressant. Alors, en fait, c'est pas une entreprise, c'est QTI, qui est un centre de recherche qui a été lancé récemment par Xavier Niel et par Rodolphe Saadé, deux milliardaires français, et pour promouvoir la recherche et pour aider à la recherche vraiment fondamentale en intelligence artificielle en France. Et ils n'ont pas traîné parce que quelques mois à peine après avoir lancé ce QTI, ils présentent leur premier produit qui est un système conversationnel et, comme tu le dis, qui peut rivaliser avec la nouvelle version de ChatGPT, GPT-4o. Et la démonstration qui a été faite est absolument incroyable. Je pense que tu l'as vu également. Ouais. Et là, que les gens sachent bien de quoi on parle de Moshi, donc M-O-S-H-I. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'ai vu l'information passer, heureusement que je savais que c'était à Paris parce que Moshi, ça fait plutôt japonais. Ouais. Le nom de ce centre laboratoire là. C'est ce que les. Oui, justement, c'est la citation. On décroche le téléphone, c'est ça, hein? Exactement. Et puis, bon, il y a le nom du groupe qui fait japonais, puis en plus, ça se passait tout en anglais. Fallait vraiment le savoir que c'est français. Ah mais c'est comme ça, hein. Maintenant, si tu veux, la France, ça y est, on a complètement basculé dans le... Non, mais bon, c'est la dimension internationale. Effectivement, pourquoi c'est en anglais? Parce que ce truc-là, il est encore uniquement en anglais, même si c'est le premier moteur d'IA conversationnel. Alors la particularité, bon, il faut l'expliquer, c'est vraiment la rapidité de réponse, puisque on se souvient que GPT-4o, qui a été présenté par OpenAI, ils mettent en avant 330 millisecondes pour chaque réponse, donc ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de converser avec une personne. Et là, Moshi, eux, ils disent qu'ils vont encore plus loin et que les réponses peuvent se faire en 180 millisecondes. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que les démonstrations sont stupéfiantes. Le truc commence même à répondre alors que la personne n'a pas... Avant que tu aies fini ta phrase. Exactement, avant même qu'elle ait fini sa phrase. C'est surréaliste. Et moi, je suis allé l'essayer. Je sais pas si tu l'as essayé, mais je t'invite à le faire puisqu'en fait, n'importe qui peut aller. Oui, disponible. Oui, c'est tout à fait disponible et on peut donc tester la vitesse de réaction. Alors moi, c'est marqué, il y a la latence qui s'affiche en direct pour chaque requête. Et je suis pas tombé à 180, mais j'étais quand même à 200, 250, je crois, ou 260. Ouais. Mais bon, après, on va pas se battre sur les chiffres. Le résultat, c'est que c'est hyper fluide. Mais ce n'est vraiment qu'une petite brique. Ce n'est que la brique conversationnelle. Et derrière, ça s'appuie sur un LLM, donc un grand moteur de langage, comment on appelle ça, un grand modèle de langage qui a été développé également par QTI, mais qui lui est très en retard par rapport à GPT. Et quand tu testes Moshi, tu t'aperçois que certes, il répond très vite, mais il dit n'importe quoi. Il invente. Moi, je vais demander... Ça ressemble à certaines personnes que j'ai déjà croisées dans ma vie, ça. Exactement. Je vais demander s'il connaissait le podcast Mon Carnet, s'il connaissait
connaissez le podcast Monde Numérique, vous savez, ça c'est notre petit test habituel, un peu narcissique. Alors il a dit oui, bien sûr, je connais cette émission. L'une est présentée par je sais pas quoi, Octave Machepro, l'autre par Raphaël Dugenou. Enfin, il invente. Je lui dis mais qui sont ces gens? Et il me dit ce sont des gens fictifs. Enfin, tranquillou, il t'explique qu'il dit n'importe quoi. Donc il faut pas du tout s'arrêter à l'aspect sens. Il faut se focaliser sur vraiment le côté technique de l'interactivité. Technique. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est intéressant à ce niveau-là. Et moi, je trouve un dernier point. Après, j'arrête de monopoliser la parole, Bruno. Mais ce qui m'a intéressé, toi, tu as noté que sur l'aspect communication, ça se passait en anglais. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que, en tout cas, il y a une vraie annonce. Ils ont fait une conférence de presse, une présentation. Ils ont convoqué la presse. Il y avait Xavier Niel qui était présent sur place. Donc, véritablement, ça, c'est en rupture avec ce qu'on connaît d'habitude de la recherche, parce que le gros problème de la recherche scientifique d'une manière générale et toutes les innovations technologiques en France, c'est qu'on a des super trucs, mais les gens sont incapables d'en parler, d'en faire la promotion, contrairement aux Américains. Et là, il y a un vrai effort de communication qui est fait. Et ça aussi, c'est intéressant à souligner, il me semble. Ouais, mais j'avais l'impression en écoutant, justement parce que après tout ce que je t'ai dit là, que ça avait l'air japonais, c'était fait en anglais puis c'était fait en France. Quand je suis revenu à mes sens et que j'ai fait le lien avec Xavier Niel, je me suis dit il y a un véritable besoin de montrer qu'il y a un retour sur l'investissement rapide et que c'est quelque chose d'important. Et ça on le sentait, hein, ça faisait le même type de présentation aurait été fait aux États-Unis sans aucun problème. D'ailleurs, ça ressemblait à des choses qu'on aurait pu voir aux États-Unis, mais effectivement, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que si ça peut rentrer dans la culture française, mais bon, peut-être en français, là, c'est une bonne chose d'arriver à exploiter, puis justement de pas montrer de pas être trop humble là, quand on fait ce type de grands pas. Parce que normalement, là, puis tu sais, il faut être conscient que ce type de recherche-là, normalement, il serait fait par les mêmes personnes, mais il serait fait aux États-Unis. Et ça serait à l'intérieur. Et c'est déjà le cas. Avec ton invité qui est chez OpenAI, il y en a d'autres qui sont chez Meta. Oui, il faut aller écouter cette interview de Romain Huette. Je te remercie de la citer, mais c'est vrai que c'est super intéressant où il explique comment fonctionne GPT-4o. Et d'ailleurs, alors c'est encore un point, c'est ça qui est intéressant, c'est que Moshi, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'avant, pour converser avec une IA, tu faisais appel à plusieurs briques d'intelligence artificielle. Il y avait 3 étapes ouais. Exactement. Tu as le speech to text. Donc, on parle, c'est traduit en texte. Ensuite, c'est traité. Et ensuite, c'est retraduit du texte à la voix. Et c'est ce qui fait qu'il y a du délai. C'est ce qui fait que c'est lourd d'une certaine manière. Et Moshi, comme GPT-4o, la performance technique et la vraie innovation technologique, et c'est une vraie direction vers laquelle on le sent vont aller aujourd'hui tous les outils de ce genre, c'est d'avoir réussi à créer un outil, un modèle qui fasse les trois à la fois. C'est vraiment ça c'est une nouvelle barrière qui est franchie en fait. Ouais, et ça, c'est grâce évidemment au savoir-faire au niveau de la programmation, mais c'est aussi la puissance de calcul qui est encore plus importante aujourd'hui comparativement à il y a 2 ans. Et c'est ça aussi qu'on est en train de voir avec ça. Puis dans le cas de Moshi, comme il répond n'importe quoi, ça prend encore moins de temps pour aller chercher l'information, ce qui est génial. Ouais. Quand on fait ce genre de démo. Hey, je veux t'amener sur un autre sujet. Celui-là, tu n'en as pas encore parlé, mais je voulais t'entendre sur le sujet. C'est l'Union européenne qui est en train de regarder pour installer ça, faut quand même le faire, là. On est dans la science-fiction. Ah oui, ça t'a plu, ça. Hein? Ah oui, installer des centres de données dans l'espace. Et c'est une vraie, j'allais dire, c'est une vraie volonté parce que il y a des gens, c'est Thales Alenia Space qui sont en train de travailler sur ce scénario. Ouais, exactement. C'est une annonce qui a été faite il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, et ça paraît très science-fiction, mais en fait, c'est très sérieux. Et l'étude qui a été faite tendrait à prouver que c'est tout à fait envisageable. L'idée, c'est l'objectif numéro 1, c'est de faire baisser l'impact carbone des data centers, parce qu'on sait que ça devient un vrai problème. Hein, je sais pas si tu as vu dernièrement Google qui vient d'annoncer qu'ils n'atteindrait pas leurs objectifs en termes de bilan carbone parce que l'intelligence artificielle est en train de les plomber, parce que les data centers traditionnels consomment de l'énergie, donc génèrent beaucoup de CO2, etc. Et là, en mettant des data centers dans l'espace, on aurait plusieurs avantages.
On aurait toute la place qu'on veut. On pourrait déployer des grandes surfaces. On aurait de l'énergie solaire, évidemment, sans nuages, donc alimentation en permanence. On aurait du froid pour refroidir ces bestioles là qui ont tendance à chauffer, on le sait. Et donc, ces trois éléments-là seraient vraiment intéressants pour fournir du stockage à la puissance de calcul, en l'occurrence à l'Union européenne. Donc, il y a aussi un côté un peu souveraineté. On pourrait profiter de tout ça. On sait que récemment, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait mettre des data centers, il fallait multiplier les data centers en France parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour l'IA. Donc, ouais, c'est super intéressant. Maintenant, il faut voir si il faut que on puisse envoyer ces trucs-là dans l'espace sans que y ait un bilan carbone trop lourd, parce que sinon, on perd un peu la finalité, quoi. Ouais, mais j'ai bien hâte de voir. Puis évidemment, bon, c'est pas pour demain, là. Je pense que c'est quoi, c'est 2050? Oui, l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose à 2050, apparemment. Bon, alors après, il y aura... Ce qui est autour des années où Elon Musk va envoyer ses fusées vers Mars. Ouais, bah oui, tout ça se rejoint. Après, il y aura la question de la connectivité, parce que on sait que les connexions Internet par satellite, elles peuvent aller très vite dans un sens, mais un peu moins vite dans l'autre sens. Hein. Ça va vite en descendant, mais pas en montant. Ouais, mais j'ai l'impression que rendu là, on va probablement utiliser des connexions au laser qui sont beaucoup plus rapides, et qui permettent... après, là, c'est toute la question de la sécurité. Ça, je leur fais confiance. Thales et l'Union européenne vont picosser sur ce dossier-là, parce que c'est essentiel. Hein. C'est beau avoir des données dans les airs qui ne fait pas de pollution, mais si c'est pas sécuritaire... Voilà, ça, et puis il faut qu'on puisse y accéder facilement, et effectivement, il faut pas que ça détruise, il faut pas que ça fasse des rayons laser sur les avions ou sur les oiseaux quand ils passent au milieu, quoi. Ouais. C'est un peu toute cette logique du New Space, quoi. Hein, tout ce qui est en train de se passer là. C'est une nouvelle forme de conquête de l'espace. On cherche plus à conquérir les étoiles. Exactement. Hein. Ouais, c'est exactement l'image que ça me faisait. C'est que maintenant l'Europe qui part coloniser l'espace. Voilà, mais c'est pas les astres, c'est l'espace. C'est l'espace, c'est le vide, mais dans lequel on va mettre des choses. Mais et puis il y a rien d'espace. C'est très philosophique, hein, ce que tu viens de dire. C'est le vide dans lequel on va mettre quelque chose. C'est beau. Ça doit être l'eau new-yorkaise qui est en train de te nourrir. Là. Ah, mais moi, être plongé comme ça au cœur de l'effervescence new-yorkaise, ça me met dans un état pas possible. Bon, dis-moi, tiens, à propos justement d'actualité américaine, j'ai lu sur ton site Mon Carnet un article très intéressant sur la manière dont certains États américains se préparaient à l'intelligence artificielle. Tu peux nous en dire un mot ? Tu fais sûrement référence à l'article, c'était IA des États américains qui préparent leurs citoyens à l'avenir. Oui, effectivement, c'est un truc que j'ai vu. Il y a différentes. C'est un article que j'avais vu passer sur Bloomberg, je crois. Et puis après, je l'ai revu traité par d'autres médias. Et ça m'a turlupiné. Alors, j'ai fait mes recherches moi-même. Et effectivement, il y a de plus en plus, il y a d'États qui sont en train de préparer leur communauté à l'avènement, à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a le Connecticut, la Californie, le Mississippi, le Maryland, où on commence à avoir des initiatives de sensibilisation de la communauté. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que évidemment, bon, une fois que je l'ai publié, j'en ai parlé sur les différentes plateformes. Et sur LinkedIn, j'ai eu beaucoup de réactions. Et notamment celle de Michel Angelier, qui est le patron d'une organisation canadienne qui, eux, sont dans l'amoindrissement de la fracture numérique. Et il est à la tête d'une organisation qui revalorise les vieux ordinateurs pour les redonner à des gens qui sont moins fortunés. Et donc, j'en parle avec lui un petit peu plus tard dans le podcast, justement parce que il commence à y avoir ce type d'initiative, en tout cas ce désir d'initiative de faire ça au Canada, mais de s'assurer que la population elle-même ne soit pas laissée derrière dans l'arrivée de l'intelligence artificielle, parce que là, on le voit, hein, de plus en plus, il y a des entreprises, il y a des administrations publiques qui utilisent l'intelligence artificielle, sauf que la population en général, à qui ça pourrait bénéficier aussi, est un peu laissée en plan. Alors, il y a des organisations comme ça. En fait, c'est quoi? C'est préparer, je veux dire, psychologiquement ou économiquement plutôt? C'est sur les risques de transformation des métiers, etc., etc.? C'est sur les deux.
Alors, effectivement, c'est de commencer à faire réfléchir, à donner des pistes de réflexion aux gens par rapport au développement. Un peu comme, imagine-toi si il y a 30 ans, les gouvernements en place avaient décidé de commencer à sensibiliser tous les changements possibles à l'époque que l'Internet pourrait amener. Probablement qu'on serait rendu ailleurs au niveau de l'utilisation de l'Internet, même des réseaux sociaux. Et puis, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, probablement que de ce qu'on a appris il y a 30 ans, ben là, il y a des gens qui se disent, ben, il faudrait peut-être remettre les gens au bon endroit par Ouais. rapport au développement des outils et du potentiel de ces outils-là. Et moi, je trouve ça assez intéressant comme initiative. Ben, la démarche est intéressante. Maintenant, il faudra voir bon ce qui est Oui. à quoi ça correspond concrètement. Et je trouve ça amusant que ça vienne des États-Unis en plus, parce que vu d'Europe, on a tendance à penser que bon bah c'est pas la mentalité américaine, hein, c'est plutôt le laisser faire et donc allons-y gaiement et puis on verra après. D'abord on tire, ensuite on discute quoi. Mais finalement, c'est pas le cas. Non, mais justement, c'est pour démontrer qu'il y a quand même des gens aux États-Unis, et tu vas sûrement le croiser sur les rues de New York, qui ont encore une conscience et qui pensent au reste de la société. Non, mais c'est vrai, bien sûr, mais parce que après ça c'est un autre sujet, mais malheureusement il y a une espèce un peu d'américano-bashing en Europe, hein, Ah oui. Il y a toujours de très bonnes raisons de taper sur les États-Unis et de ne garder que le pire en oubliant aussi tout ce que ce pays a de formidable et notamment des initiatives comme ça. Bon bah écoute, on verra. En tout cas, ça aura peut-être aussi le mérite de faire sortir certains problèmes. Oui, effectivement. Les solutions seront peut-être pas forcément faciles à trouver, mais au moins ça permettra de s'interroger sur quelles pourront être les conséquences de l'arrivée de l'IA. Et c'est un vrai sujet parce qu'on le sait toi et moi Bruno, mais c'est un tsunami ce qui est en train de se préparer. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, mais enfin on sait que c'est incroyable. Et quand je vois, tu vois, en France, alors là, je vais faire un peu de French bashing, mais quand on est en pleine campagne électorale et le sujet est totalement absent des débats. On préfère s'empoigner sur des... Ah mais non, mais ça n'a aucun intérêt. On est sur des sujets d'une futilité, les débats politiques en France en ce moment sont pas aussi bas que ce qu'on a pu voir récemment aux États-Unis, mais ils sont quand même pas très très élevés non plus, quoi. Hein. Voilà. Je me suis un peu vengé. Pépé Ronchon a sorti son carton rouge. Belle image. Non, mais c'est ça. Mais tu mets le doigt sur quelque chose. Je pense que c'est important que quand on peut, et là c'est le cas avec l'intelligence artificielle, quand on peut permettre à la société civile d'aborder un sujet et de le prendre en amont et pas nécessairement d'attendre d'être victime des conséquences. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et là, moi, je trouvais que c'était important de souligner justement ces tentatives-là aux États-Unis et ça commence aussi au Canada. Il y a une volonté. Tout à fait. Écoute, j'espère que ça pourra être importé notamment en France. Voilà. Je te le souhaite, Jérôme. Dis donc, toi, je me demande pas de quoi tu parles parce que tu es en vacances. Alors, puis je tiens à te remercier parce que tu as accepté de venir comme ça passer sur mon carnet. Avec plaisir. En plus, tu vois, là, on s'est largement étendu. Ça va me faire quasiment un épisode normal presque de monde numérique. Moi, j'ai profité, garde, j'ai enlevé une entrevue pour te le faire. Oh là là. Pour te faire de la place. Non, mais t'es pas obligé de tout passer. Tu peux couper. Qu'est-ce qu'il y a de beau cette semaine dans mon carnet? Qu'est-ce qu'il faut écouter? Écoute, je le mentionnais, il y a cette entrevue-là avec Michel Langelier qui va nous parler de cette initiative-là, d'essayer d'amener le plus de Canadiens possible dans le virage de l'IA. Sinon, je parle avec un entrepreneur qui fait dans l'agriculture verticale et lui... verticale. Donc ça fait des salades à l'horizontale en fait. Non, ça fait... c'est bon. Non, mais ils poussent quand même tout droit. Mais pour te donner une idée, eux, ils travaillent vraiment, ils ont misé sur la technologie, ce qui leur permet, tu sais qu'un plan en tout cas au Canada, un plan de salade, avant de le porter au marché, ça prend environ 60 jours. Ouais. Eux, en installant des capteurs sur les plants, ils arrivent à les faire pousser matures pour le marché en 30 jours. Mais il me semble bien que tu m'as déjà un peu parlé de ça, Bruno. Oui, parce que j'ai été vendu sur la chose. Mais là, j'ai fait l'entrevue avec l'entrepreneur. D'accord. Et on présente l'entrevue cette semaine. Cool, très bien. C'est pas que tu radotes, donc je dois pas m'inquiéter. Non, j'ai pas encore cet âge-là. Puis sinon, comme t'es pas en France, j'en profite et je m'entretiens avec une journaliste qui a fait un papier pour un cahier de France Télévisions. C'est sur les startups de l'info.
Et donc, ce sont toutes Ah ces oui, j'ai vu passer. initiatives. Oui. Ben là, on parle Le- justement avec la journaliste, hein. Et le distinguo entre journaliste et influenceur, c'est ça? Oui. Même Ouais, si puis je c'est trouve intéressant. que le terme influenceur est pas très bien utilisé pour ce cas-là, parce que il y a des gens qui n'ont pas la carte de presse et qui font un vrai boulot de journaliste sur les réseaux sociaux, et notamment le plus célèbre d'entre eux, c'est Hugo Décrypte, ce garçon qui fait des journaux d'information pour les jeunes et qui sont de très bonne qualité journalistique, je veux dire. Ouais. Donc Ouais, et c'est puis pas il y du a tout ces... des influenceurs. Non, c'est ça, mais il y a ces initiatives-là dont tu parles, mais tu as aussi des initiatives comme des gens qui se font remercier de certaines rédactions parce qu'il y a Oui. des coupures ou l'expression qu'elle a utilisée, la valorisation des Ah médias oui. français et qui fait que il y a des journalistes qui ne retrouvent plus leur place dans le média traditionnel. Alors, ils Ouais. vont sur les nouvelles plateformes pour s'exprimer et démarrer quelque chose. Tiens, Alors, quelle on drôle parle de cette nouvelle d'initiative. réalité. Bah, c'est curieux ça comme phénomène, Mais moi, non? je comprends pas. Hein? C'était la première fois que j'en entendais parler. Bah, c'est incroyable, ces journalistes qui quittent les grandes entreprises où ils étaient pour aller créer leurs propres médias. Ça Ouais, alors, c'est... Ouais, hein, c'est pas à nous que ça arriverait, ça. Hein? Ben non, c'est justement, ouais. Ah voilà. Mais ça m'intéressait de faire le point sur la situation, notamment en France. Alors c'est pour ça que je lui parle. Et donc les gens qui poursuivent l'écoute de mon carnet vont pouvoir entendre ça. Eh bien, super. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ton temps et merci pour toutes ces infos. Mais c'est moi qui te remercie. Merci de cette communication intracontinentale. Voilà, d'habitude, Et on se puis, parle est-ouest, là, on se parle nord-sud. T'es au nord, je suis ouais, plus tu au vois, sud. hein? Et on dit que l'avenir est au dialogue nord-sud depuis Oh, c'est longtemps. magnifique. Je te dis à la semaine prochaine. Ben, je te dis à la semaine prochaine, pareillement, de l'autre côté de l'Atlantique. Salut. Ciao. Si, comme plusieurs milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez associer l'image de votre entreprise à ce podcast, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est le média idéal pour connecter notre audience à la vôtre. Spot, Ostreed, contenu sponsorisé, il y a forcément un format adapté à vos besoins. Pour en parler, contactez-nous dès à présent à l'adresse mondenumérique.info/contact.